bonsoir et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, ce soir avec le grand maître international Éloi Rollange. Bonsoir Stéphane. Alors avant toute chose, avant qu'on aborde le cœur de notre émission aujourd'hui, Éloi, tu as fait le tournoi de Montpellier et tu as fait un super résultat et notamment un sprint époustouflant d'après Jean-Pierre Mercier de Libération. Oui, c'est vrai, j'étais parti assez mal en fait, avec 3 points sur 5, ce qui était donc un début médiocre. Mais en fait, sur le début, j'avais beaucoup axé sur le sport. J'avais fait vraiment beaucoup de sport pour être en forme sur la fin de tournoi. Comme le tournoi dure 9 jours, c'est un vrai marathon. Et donc, pour les 4 dernières rondes, j'étais en super forme. J'ai arrêté de m'épuiser à faire du sport. Et je me suis concentré uniquement sur le jeu. Et j'ai fini par 4 sur 4 en battant Christian Bauer à la dernière. Donc un super résultat. Oui, je partage la première place avec 3 autres joueurs. Donc un Éloi Rollange bien requinqué. Ouais, tout remonté. Ouais. Et ce soir et demain, le championnat de Paris. Championnat de Paris. Où tu tiens le titre d'ailleurs, champion de Paris en titre. Oui, les 2 dernières années. Voilà, alors cette semaine, Éloi, nous sommes partis, juste après d'ailleurs que tu rentres de Montpellier, nous sommes partis à Dortmund voir le super tournoi de cet été, du mois de juillet. Et on a passé, on a fait un très très beau voyage là-bas. Oui, donc moi c'est la première fois que j'allais voir un grand tournoi comme ça sans participer, disons simplement en touriste, sans même pour jouer l'Open à côté. J'ai été vraiment impressionné par l'organisation. Donc je pense qu'on va voir des très belles images de ce tournoi. Alors pour commencer justement, on va envoyer un petit clip là justement qui vous présente un petit peu le tournoi, l'ambiance un petit peu là-bas. Un petit clip qui dure environ 2 minutes, voilà. Donc dès que c'est disponible, je crois, on va l'envoyer, voilà. Un petit clip sur Dortmund. Demonstrationsveranstaltung des Großmeisters Viktor Šiši im Café Stadtanzeigen notiert werden in der Regel eine Partie des vorangegangenen Tages aus. So, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der zweiten Runde. Schiedsrichter bitte. Dankeschön. Et voilà, fin de ce petit clip là, de présentation de Dortmund, Éloi, on a vu la scène, on a vu les joueurs, on a vu Karpov, qui c'est qu'on a vu? On a vu aussi Kramnik, tu vois, tous les joueurs, on a vu... On a vu Peter Leko, on a vu Michael Adams, Ivan Sokolov, Yann Timman, enfin on a vu vraiment tous les participants. On a vu surtout les écrans de projection vidéo qui sont vraiment le très bel élément de ce tournoi qui le transforme en show vraiment accessible. C'est toutes les parties diffusées sur ces 4 écrans que vous avez vu, les 4 écrans jaunes dans le fond, qui font vraiment, en fait, qui rendent l'organisation remarquable. Oui, et en plus, évidemment, les commentaires qui font le spectacle. Et on aura d'ailleurs, à la fin de notre reportage, une interview du commentateur vedette là-bas, qui est Helmut Pfleger, qui donc commente à Dortmund depuis quelques années maintenant et qui parle très bien français d'ailleurs. Oui, en fait, c'est un vieux routard des commentaires échiquiens. Il parle plusieurs langues, il parle français, espagnol, anglais, allemand. Et je me rappelle à Murcia en 91 ou 92, quand j'étais à l'école Garry Kasparov, c'est déjà lui qui commentait les tournois de la GMA. Donc vraiment, c'est Docteur Comment. Docteur Comment. On verra ça à la fin de l'émission. On a axé aujourd'hui notre émission sur la partie notamment l'écho-Kramnik. En fait, bon, on va surtout passer toutes ces interviews qu'on a, puisqu'on a des interviews
comme ça de plusieurs joueurs. Et on va démarrer tout de suite avec la première interview ce soir de Peter Leko, une très, très jolie interview. Mais je vous laisse la découvrir avec nous, cette interview de Peter Leko qu'on commentera juste après. Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Aujourd'hui, nous sommes au super tournoi de Dortmund, très très grand tournoi puisqu'on retrouve Karpov, Kramnik, Adams, Anand et évidemment Peter Leko qui est avec nous maintenant. Alors Peter Leko, you made a super result in Frankfurt last week. Could you please present us that big tournament? Well, it was a rapid tournament, but I really played fantastic. I won 6 games. Only lost 2, one against the computer, but I really felt that something was going on. I just played very well, and they had absolutely no chances somehow. And what do you think about the performance of the computer in this tournament? So we can remember to the public that the computer finished first with half a point ahead. The computer Fritz 6 made 9.5 out of 14. Then I tied for the second place with Topalov with 9 points. But I became second because I beat him in both games. Actually, the last game was crucial because before the last game, Topalov was leading with 9 points out of 13 games. Computer had 8.5 out of 13, and I had 8 points out of 13. And I had to play black against Topalov. I beat him with black. And the computer had a completely lost position against Judith Polgar, but then Judith blundered and computer won. Otherwise, if that game is draw, then we still play a tie break for the first place, all the three of us. Okay, and now after that brilliant result for you, because you finished so first human in that tournament, you now are playing in the Dortmund event, that is a very big one too. And you started today against Kramnik. Yes, Kramnik is a special person here in Dortmund because he won 3 times in a row this tournament, and it was always very, very strong. In the last 54 games he was undefeated, and even today we only made a draw, so he continued his undefeated role. Last year I was very, very close to beat him. I was already 2 points up in a rook ending. Everything seems to happen that I will break this serial, and then I would have won the tournament, but I blundered some stalemate trick, and the game ended in a draw, and Vladimir won the tournament. Okay, and in the last FIDE rating, okay, what in July your place is exactly? I'm number 10, but probably after some correction I will be number 9, because they still didn't consider some things. Okay, so today you played against number 3. Vladimir Kramnik, could you please show us the position more important of the game, and could you comment that position that was the more important in that game against Vladimir Kramnik? There was one very interesting point, especially for theoretical importance, that needs to be checked, and okay, I can show you this position, of course. Okay, so you can... Yes, okay. Ok, Peter Leko maintenant nous montre la position critique qu'il a obtenue contre Vladimir Kramnik, et donc il va nous commenter la position la plus critique de sa partie pour nous montrer les possibilités qu'il avait dans cette partie. So Peter Leko is showing us now the critical position of the game against number 3, world number 3 Vladimir Kramnik. I remember that Peter Leko is now number 10, perhaps number 9 after some correction on the FIDE rating list. Okay, this was actually one of the first critical position because I played now a very interesting new idea, knight d2, and I was actually very interested how Vladimir is going to react, because I knew that black's life is not easy at all after this move, but he defended very well, and later in few moves we came to the critical position. Donc après cette nouveauté théorique de Peter Leko, le cavalier en d2, on va arriver ensuite à une deuxième position qui, d'après Peter Leko, est la position critique de cette partie. Donc ça va être très intéressant d'avoir l'avis du numéro 10 mondial sur cette position. Yes, well, now we reached the most critical position of the game. My last move was knight d2 to e4, and it seems that white really has the initiative, and I was very happy at this point, but after a very long thought, Vladimir found a brilliant defense by playing b6, b5,
and after this I couldn't prove any advantage. One example how black can have very bad position is to play the natural c5 move, which seems very easy for black, but in fact after the brilliant d takes c5, this is not yet brilliant, it's just natural. c4, now white is threatening to play queen c3 with strong attack, so black is forced to play knight c6, which looks very nice and very good in the first moment because knight d4 is coming, but the big surprise is coming now, bishop takes g7. This I calculated during the game and got very excited about it because it works by miracles. King has to take back, now white gives queen b2 check. Black is more or less forced to play queen d4, none of the other moves help anything. Queen takes b7, queen takes d3. It seems that black took one piece more, but after queen takes c6, white takes the black piece by defending the knight on e4 at the same time, and black is having very big trouble here. This is what I was hoping for. Kramnik after the game agreed that he didn't see this, but somehow he felt that something is going to happen here. So his feelings are unfortunately good enough to feel the danger, and he played a brilliant b5 move, and after this I had to give myself satisfied with a draw after a4, because the critical move bishop takes b5, taking the pawn, doesn't promise much for white, because black gets very good contraplay with f5, and after queen a4 white has possibility to keep a pawn, but black's contra chances on the king side will be more than enough. Donc, ok, donc voilà l'analyse brillante de Peter Leko sur cette position, une position critique. On aura sûrement l'occasion de voir plus en détail cette partie, de l'analyser et puis de voir avec vous les possibilités que Peter Leko nous a montrées sur cette partie. So, Peter, after that brilliant game with some interesting moves to analyze for us, what is your program now for tomorrow? Okay, tomorrow I will play against Topalov with the black pieces, then against Adams with white, then black against Vichy, Anand, so it's a quite heavy schedule. Of course, every player is very strong here, but okay, we will see what is going to happen. I'm quite well prepared, so I'm looking forward to all the games. Thank you, Peter Leko. We wish you the best chances for tomorrow and for the tournament. Thank you. Voilà, donc Éloi, une super interview de Peter Leko. Il nous a analysé sa partie de façon très brillante. Je crois qu'on va pouvoir y revenir. Et on a vu avec quelle facilité, en tout cas, il s'exprime après une partie où il était très éprouvé. Oui, c'est vrai qu'on a vu les joueurs très fatigués après les parties. Je pense notamment à Anand qui était complètement en sueur après sa partie contre Karpov, complètement épuisé, il ne pouvait pratiquement plus bouger. Alors que Peter Leko, lui, décontracté, tout frais, il arrive tout propre, nickel, et il commence l'interview avec beaucoup de facilité, commentant la partie assez clairement, je pense. C'est ce qu'on va regarder. Voilà, on va revenir aujourd'hui donc assez rapidement, puisqu'on a encore beaucoup d'interviews à vous montrer, sur donc, cette analyse de Peter Leko. On va donc venir sur la partie du jour. Je vous rappelle que pour regarder cette partie avec nous, vous pouvez cliquer sur la petite icône où il y a écrit « Jouer » sur l'émission, qui vous fait rentrer sur un petit applet Java, sur lequel nous avons téléchargé la partie, donc vous pourrez la suivre avec nous. Vous avez aussi la possibilité de la télécharger en fichier PGN avec un logiciel prévu pour ça. Prenez le temps de découvrir dans la partie émission les logiciels qui sont à votre disposition. Voilà, donc Éloi, on va venir maintenant sur cette partie et on va venir à la position critique en fait, que nous a analysé Peter Leko pour traduire un petit peu la rapidité avec laquelle il nous a montré les variantes. Oui. Donc bon, la première chose qu'on peut retenir de cette interview de Peter Leko, c'est qu'il a quand même dit qu'au dernier tournoi à Francfort, il a senti que quelque chose lui était arrivé, quelque chose de plus ou moins miraculeux, et qu'il commençait à jouer beaucoup mieux. C'est ça qui m'a troublé un peu dans ce début d'interview. Donc Peter Leko s'était pressenti en forme. Oui, d'ailleurs, on va y revenir après dans les résultats du tournoi. Oui, tout à fait, oui. Et donc voilà, donc ça c'était pour le début de l'interview. Maintenant on va passer à la. Je crois qu'on peut même dire que Peter Leko est un des favoris, en tout cas à mon avis, de Las Vegas. De Las Vegas, ça n'engage que toi, Stéphane. Alors donc on va commencer la partie. On va s'arrêter au premier moment critique mentionné par Peter Leko. Donc on va très vite aller sur le coup. Donc c'est après le coup cavalier D2. Après cavalier D2, voilà. Alors on va arriver à ce coup.
Voilà, donc c'est le coup numéro 14. Donc je vous invite avec votre applet de Java ou le logiciel sur lequel vous regardez la partie, de vous arrêter avec nous sur le coup numéro 14. Et on va, avec Éloi, avec l'aide donc, du grand maître international Éloi Roland, je vais essayer de voir les propos de Peter Lecco, ce qu'il a dit dans cette position. Alors pour l'instant, dans cette position précise, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit que la position critique allait arriver. Il a dit quand même que c'était une nouveauté théorique. Il a dit que c'était une nouveauté et que la tâche des noirs était très difficile à gérer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il a cité comme étant le coup, ce qu'on appelle nouveauté, Éloi, on va le rappeler quand même, hein, c'est un coup qui n'a auparavant pas été joué, ou en tout cas inconnu des joueurs à ce niveau-là de la compétition. Oui, oui, oui. Alors là, faut préciser quand même que pour la plupart des joueurs du top mondial, les nouveautés n'en sont plus vraiment puisqu'ils ont tous découvert à peu près les mêmes choses. Ils sont tous en avance sur la théorie actuelle du joueur moyen. Bien sûr. Et bien entendu. Donc, mais Cavalier 2, c'est ce qu'on appelle une grosse nouveauté, c'est-à-dire un coup qui n'a pas été envisagé probablement par les autres, que Peter Lecco est très content d'avoir trouvé, et donc il teste ici. Il nous a dit après l'interview d'ailleurs que s'il avait testé ce coup contre Karpov ou n'importe lequel des autres joueurs du tournoi, à part Kramnik, il aurait sans doute gagné assez facilement la partie. Alors voyons pourquoi ce coup est si intéressant que ça. Donc clairement, le cavalier est parti de F3 en D2 sur cette case-là. Donc il prépare une expansion avec les pions. Il contrôle les cases ici. Voilà, l'idée peut-être c'est que si les blancs avaient essayé de pousser tout de suite ce pion sur la case C4, le pion C3 là, que tu peux pion montrer, C3 en C4, donc ici. Le fou aurait pu s'échanger d'abord contre le cavalier, et ce qu'empêche le coup de Peter Lecco. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est une des premières idées. C'est que le coup C3, C4 ne marchait pas au coup d'avant à cause de fou.F3. Donc une raison tactique simple, et le pion D4 aurait été en prise. Maintenant, donc l'idée positionnelle de ce coup, c'est que vous voyez que les deux pions en C3 et D4 contrôlent très bien les cases noires, enfin en l'occurrence les cases vertes sur l'échiquier que vous avez devant vous. Alors que ce coup cavalier D2 va contrôler les cases blanches, qui sont ici les cases jaunes. Donc ça fait une très belle harmonie en fait entre les pions et les pièces. L'idée positionnelle de ce coup, c'est ça, et l'idée tactique, c'est l'expansion des pions rapide. Donc voilà pour expliquer un peu cette nouveauté. Alors on va passer maintenant sur la position critique, mentionnée par Peter Lecco. Donc après cavalier en A5, suite de fou D3, le coup B6. Là, Peter Lecco met sa dame en batterie avec le fou, attaquant le pion près du roi, menaçant fou prend pion H7. avec un échec, donc Kramnik le protège. Et ensuite le coup fou B2. Le fou de Kramnik ensuite revient sur la case B7. Et le coup cavalier E4. Et donc ici, la position a été mentionnée comme très critique par Peter Lecco, avec un coup mauvais à jouer côté noir, qui est le coup C7, C5, que Kramnik n'a pas joué. Voilà, donc si on peut montrer, Éloi, donc ce coup possible. Alors le coup C5, donc on va montrer la variante sur l'échiquier. Hein. Donc le coup C5. Voilà. Alors ici, la variante mentionnée par Peter Lecco, je vais vous la donner, on va pouvoir la regarder et la commenter ensemble. C'est donc D prend C5, B prend C5, C4. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est que le fou B2, qui est ici, se réveille, sa diagonale vient de s'ouvrir, et le fou va taper directement jusqu'en G7. Et on peut noter que le deuxième fou est aussi braqué aussi sur le roi, Voilà. et que le cavalier n'est pas moins bien placé. Toutes les pièces blanches sont vraiment axées vers le roi noir, hein, le cavalier et le fou. Tout est là. Donc ici, position assez critique pour les noirs. Alors il y a un point faible dans la position blanche, c'est la case que je vais vous faire clignoter ici, la case D4. Donc sur la proposition de Peter Lecco qui est cavalier C6, il y a une réfutation fracassante qui tient du miracle, et là je le cite, avec la variante suivante, fou prend G7. Donc un super sacrifice de pièces a priori, on se dit, on donne une pièce, mais on démolit un peu le roc adverse. Voilà, on a donné le fou G7, normalement il y a des justifications tactiques qui viennent tout de suite. Donc roi prend G7, et là, dame B2, échec. Donc bon, la variante commence déjà à durer quelques coups, mais les joueurs avaient avaient tous les deux vu ça. Non, je crois qu'il a dit que Kramnik n'avait pas vu cette variante, mais qu'il avait senti intuitivement que cette variante était dangereuse, sans voir tous les coups. Alors qu'évidemment, Peter la connaissait bien, puisque c'était sa préparation théorique. Sa botte secrète en fait. Sa botte secrète. Sa botte secrète. Donc dame B2, échec. On poursuit la variante, roi G8. Le fou B7 est en prise, donc les blancs viennent le prendre. Dame prend B7. Et les noirs prennent également le fou D3. Donc ça fait un peu supermarché, chacun se sert dans le paquet de pièces restantes à l'autre. Les blancs jouent dame prend C6 et finissent avec un pion de plus. Le roi noir est complètement détruit, hein, la perte du pion G7 ici fait qu'il y a des échecs en perspective partout, notamment sur la colonne G. Donc ici, un roi qui serait sujet après une attaque dévastatrice. Oui, tout à fait. Donc ici, si on doit faire un bilan,
la position est complètement perdante côté noir. Voilà, donc c'est ce qu'avait vu Donc, Peter Leko. La variante de Peter Leko qui quand même donc il a vu au 19e coup, ça dure jusqu'au 24e, avec 2 demi-coups, ça fait quand même une profondeur de 10 coups, Oui, ça, ce qui n'est pas négligeable. Alors on revient à la partie. Donc ici, Kramnik n'a pas joué C5, il a joué B5. Et que Peter Leko estime comme un coup brillant. Un coup tout à fait brillant, oui. Oui, oui. B5, défense brillante, c'est ce que j'ai noté. Hein. C'est vrai que ce qui était assez agréable dans ce qu'a dit Peter Leko, c'est quand même que Kramnik n'a pas vu C5, il l'a reconnu, il l'avait senti. Vraiment le feeling joue un rôle majeur aux échecs. Quand ça devient trop compliqué à calculer, on ne calcule pas et on se laisse aller à l'intuition. Donc c'est là où finit donc, cette petite analyse de partie. Oui, après B5, on peut regarder la suite de la partie. Mais Peter Leko a mentionné que ça n'avait pas un gros intérêt. Il a été obligé de se satisfaire de la nulle après des échanges multiples. Voilà, donc on vous invite à regarder ensuite la fin de cette partie, vous rendre compte que la partie nulle a été obligée d'être scellée entre les deux joueurs. Et donc on va arrêter là notre analyse de ce jour puisque nous avons encore beaucoup d'interviews à vous montrer et que le temps presse et qu'elles ne sont pas moins intéressantes. À commencer d'ailleurs par l'interview suivante du numéro 2 mondial. Encore une fois, on l'a eu au téléphone, Éloi déjà. Mais cette fois, on l'a en réel à Dortmund. Il a accepté donc de se faire interviewer. On l'a interviewé dans la salle de presse du tournoi. Il a encore une très bonne disponibilité d'Anand, qui était plus frais, parce que c'était le deuxième jour. Hein. Le premier jour, il était très fatigué. Mais le deuxième jour, c'était plus. Donc, il jouait contre Michael Adams. Il était plus relax, en fait. Voilà, donc on vous passe tout de suite, dès que c'est calé, cette interview de Viswanathan Anand. Nous sommes heureux de recevoir maintenant le numéro 2 mondial, Viswanathan Anand. So, Vichy, you're here in Dortmund playing with the top players in the world. What is what do you want to make this tournament? You want to win it? Yes, of course. I think that's clear. Every tournament you play, you want to win, and well, of course, it's a very strong tournament. And okay, every year I like to come here. I like the city. I like the place very much. Maybe it also has something to do with the fact that in '96 I came here with my wife just after we were married, so it's almost like a honeymoon thing. So, but no, I like being here. So. Which opponent you think is the strongest for this tournament? Well, I think they're all very, very strong. For instance, I think Leko seems to be in good shape, Mickey. But okay, like every year, I think Kramnik is the favorite in Dortmund because he just wins every year, so the big guy here. Okay, you began yesterday by a draw against Topalov, and today you made also a joint draw against Vichy. Were they difficult games? Well, yesterday was a very difficult game, yes. Today generally was okay. Yesterday I was really suffering, so I think I defended quite well, but I'd rather not have to do it again. Okay, Vichy, and so for that game for today against Vichy, could you show us the critical position you think the most important position of the game? Okay, so I won't get into all the moves, but we can go here. It was a variation Shirov played against Kasparov yet. Correct. So Mickey here played H3, and I played D5. So it seems that Rook F E1 just doesn't work because then the knight has to go to a very funny square, and after Rook takes E4, Black seems to take his queen back. So he went back to G3. I took. If he takes with the knight, I have G4 because if he takes, then I have Queen H2 mate. So because of this trick, he's forced to exchange queens. And now the knight is pinned against this pawn. So it's clear we will end up in some kind of 4-rook endgame. And as you know, with such a broken pawn structure, rook endings are notoriously difficult to win. And I think the same was here. I think the position is more or less just drawn. So you think it is a normal draw today? Yes, quite. Okay, you didn't miss a win. No, not at all. No, I think it was just a normal draw. Okay, thank you for this analysis of the critical position today. And now your actuality is next World Championship against Garry Kasparov. Have you some news to propose for the people who are saying? No, I don't have anything new. I mean, I signed the contract to play the match, and okay, I think the organizers will make any announcement there is.
So also I'm not thinking about it so much. I'm not waiting for any news or anything. I want to concentrate in this tournament, and okay, after it finishes, there'll be a couple of months to worry about that. So today we don't know still the town where will be the match. No, not yet. Okay, thank you very much, Viswanathan. Voilà, donc interview du numéro 2 mondial Viswanathan Anand avec là encore, Éloi, une analyse de sa partie contre cette fois Michael Adams. Oui, analyse assez amusante dans la mesure où tous les commentaires qu'il a mentionnés ont échappé à tout le commun des joueurs. Je dirais, moi j'avais entrevu aucune variante qu'il a proposée, donc Helmut Plager non plus, et je pense que les gens dans le public non plus. Donc vraiment, il y a quand même des variantes qui dépassent la majorité je dirais même des spécialistes échiquiens. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est quand même le numéro 2 mondial et bon, ça joue comme on dit. Alors il nous a donné aussi des informations, enfin des semi-informations intéressantes puisqu'on a parlé de son probable championnat du monde contre Garry Kasparov donc à la rentrée. Donc il nous a juste annoncé que pendant qu'il faisait le tournoi de Dortmund, il n'avait pas de nouvelles supplémentaires, si ce n'est quand même que le contrat a effectivement été signé. Oui, c'est ça, il a signé le contrat, ils n'en savent pas plus sur la ville où ça aura lieu. Pour l'instant, c'est Prague qui est pressenti, mais Viswanathan Anand nous a pas ni confirmé ni infirmé. Donc ce qui prouve que rien n'est sûr, en tout cas. Oui, à part que le match aura lieu. À part que le match aura lieu, tout à fait. En tout cas, qu'il a signé. En tout cas, qu'il a signé. Bon voilà pour cette interview de Viswanathan Anand. Tout de suite après, on a rencontré son adversaire du jour en fait, Éloi. Nous avons rencontré Michael Adams qui a fait un petit saut dans la cabine de commentaires, comme tous les joueurs le font, ce qui est de bon usage. Il a été un peu mentionné pour le public de Dortmund, ses impressions pour la partie. Il est revenu nous voir tout de suite après, donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Michael Adams sur Diagonale. De presse de Dortmund avec Michael Adams. So hello Michael. Hi. So thanks for coming here. So you play here in Dortmund, and can you comment the beginning of this tournament? Yeah, yesterday I had quite a lucky victory against Jan Timman. We had quite a balanced game. He played quite well in the opening and equalised, and then the game was just kind of continuing until he blundered on the 40th move, and I was able to pick up a victory. And today I had some kind of theoretical struggle with Vichy, which ended in a draw in this sharp Najdorf line. Yes, today we were very surprised to see you thinking very early in the game when it was almost still theory, I think. Yeah, I wasn't really badly prepared. I mean, I'd kind of seen the games and I had a couple of ideas, but still nothing really. I couldn't really prove anything for White. I don't think anyone else managed yet either to prove anything for White in this position. No, I was kind of reasonably well prepared, but I thought it was good to spend some time thinking about it. Well, in the end, okay, I just did this stuff, which I knew probably wouldn't really be enough, but this is the problem, that a lot of these lines are coming to endings where White has some extra pawn, but Black has the better structure and ends in a draw. You are used to play in Dortmund? Yeah, I've played here quite a few times now, so I know the setup quite well, and the organisers are very friendly, so it's quite nice for me to play here. Yes. So you enjoy this tournament, yes? Oh yes, I think it's very well organised. The hotel is nice, and it's just very familiar for me. So, last year I tied for first here, so this was good. So, I'm quite comfortable here. Yes. And what are your pronostics for this year? You want to win the tournament, of course, but what do you think about final results? Well, it's quite an unusual tournament, it being only 7 rounds. I don't think I've played such a short tournament for a while. So, I think any kind of plus score will be quite pleasing here. So I'll just carry on, see how it goes. And can you give us a brief comment of interesting position you played here? Well, no, I don't know. It's not easy to say exactly what was the most, not such sharp moments as it happened in my games. They just kind of went along quite quietly so far. So actually nothing really interesting, or? Well, just sort of kind of balanced play really, I think, in both games. It's just I wasn't really getting so much from the opening, and games were just sort of continuing basically. No real flashpoints occurred. Okay, and so last thing, you will play in Las Vegas, and so last year you played very well, I think.
what are your idea for this year? Yeah, no, I'll be playing in Vegas. It's a tournament where you can't really draw too many conclusions because you just have to go and try and be very ready for your first match. And to survive this, is not so easy actually. You'll be playing quite a strong opponent, and that will be a tough thing. But of course, the longer you survive, the better it gets. So I'm quite looking forward to it. I hope I can get a start and then see what happens. Okay, so we hope you will play very well, and thank you for the interview. Okay, thank you. Donc voilà, Eloi, une interview sympathique du numéro 1 anglais finalement. Michael Adams, c'est le plus fort joueur anglais du moment et numéro 6 mondial, je crois. Oui, non, Michael Adams a fait ses preuves depuis longtemps. Il est numéro 1 anglais, il a dépassé Nigel Short assez facilement et là il est au top actuellement. Alors, il nous disait, donc, comme tous les joueurs de Dortmund, qu'il adore en fait, qu'il adore cette ville. Je crois qu'ils aiment bien revenir chaque année quand ils sont invités, parce que c'est pas toujours le cas évidemment, mais c'est un tournoi que les joueurs aiment bien jouer, quoi. Oui, tout à fait. C'est une constante chez tous les joueurs. J'étais assez surpris de voir ça. Ils étaient tous vraiment satisfaits des conditions qui sont offertes à Dortmund ici. Faut dire que la ville est quand même assez sympathique. Ouais, on a pu le vérifier nous-mêmes. Beaucoup de fêtes en tout cas. Oui. Et donc Michael Adams nous disait sur son tour à Dortmund qu'il avait bien démarré contre Thiemann. En fait, il n'a pas voulu avec nous analyser de parties parce qu'il a jugé sur ses 2 premières parties à Dortmund qu'aucune ne méritait un intérêt particulier. En fait. Oui, c'est vrai. Sa victoire contre Jan Thiemann tient plus de la bavure du joueur hollandais que de l'efficacité de son style, on peut dire. Quant à la deuxième, avec les Blancs, il s'est retrouvé assez mal dès le début. Anand aurait pu jouer pour le gain, n'a pas persisté vraiment. Donc en fait, dans aucune des 2 parties, il a été en mesure d'imposer son jeu, d'imposer son style. Il a plutôt subi les fautes ou les qualités de ses adversaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire Voilà. Il parlait de Las Vegas. Il a parlé de Las Vegas. Et donc, ce qu'il a dit sur Las Vegas… Ce qu'il faut rappeler, comme tu le disais dans l'interview, excuse-moi Eloi, je le rappelle quand même qu'il était finaliste l'année dernière du championnat du monde. Contre Anand. Finaliste contre Anand, oui. Enfin, le finaliste pour le Challenger de Karpov. Voilà. Ce qui était tout à fait remarquable. Alors, donc Adams, avec son style très calme, a dit le plus longtemps on tient, le mieux ce sera. Donc, il s'avance pas trop quand même, Michael Adams. Style calme dans le discours, mais pas sur l'échiquier. Oui, c'est très impressionnant de voir comment un joueur aussi timide, réservé, peut arriver dans les meilleures places mondiales. Finalement, autant Kasparov, ça se comprend parce qu'on sent le tigre prêt à bondir. Anand, on sent quand même qu'il est très, très vif, très rapide. Adams, moi je ne sens rien quand je le vois et pourtant il est très très fort et on peut saluer ce joueur. Alors dernière information concernant Michael Adams, qui te concerne aussi, c'est je crois l'année prochaine vous allez jouer dans le même club. Oui, on va tous les deux jouer pour le club de Monaco, on s'exporte mais on reste quand même en France dans le championnat national français. Donc tu vas pouvoir côtoyer Michael Adams comme tu as pu côtoyer d'autres et joueurs. Et Vishwanathan Anand d'ailleurs, qui joue également à Monaco. Enfin, on a licencié, je crois que Karpov est peut-être également licencié à Monaco. Enfin, à Monaco, c'est la Formule 1 des clubs français, pour ainsi dire. Donc, et avec Éloi Rollange. Voilà, donc on va passer à une interview un peu particulière ensuite, puisque c'est une joueuse en fait. C'est une joueuse, mais qui ne jouait pas dans le Masters de Dortmund, mais il y avait un tournoi à côté de Grand Maître aussi. Avec donc un peu plus de joueurs, parce que le Masters c'était donc 8 joueurs, alors que le tournoi c'est 8 ou 10 Masters c'est 8 joueurs. C'était 8 joueurs. Hein. Et alors que le tournoi de Grand Maître à côté contenait… 8 joueurs aussi. C'était 8 aussi? Ah non, c'était 10. Exact. C'était un peu plus, voilà. Tu as raison. Ouais. C'était 8 joueurs et puis d'un niveau un peu moins élevé. Mais c'est quand même une des meilleures joueuses du monde, puisqu'il s'agit d'Alisa Maric. Peut-être tu peux nous la présenter un petit peu? Oui, Alisa Maric, c'est une joueuse yougoslave qui était entraîné par Miodrag Todorcevic à l'époque où il habitait en France, qui était également mon entraîneur. Et donc elle a une sœur qui s'appelle Mirjana Maric, qui joue également très bien aux échecs. C'est donc cette famille, en fait, les échecs sont une tradition familiale en Yougoslavie. Elle a été candidate au titre mondial en 91, ce qu'elle va nous commenter assez longuement et ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. Voilà, donc tout de suite, interview d'une des meilleures joueuses du monde, je crois qu'elle est 10e mondiale au classement féminin, Alisa Maric. Nous sommes encore dans la salle de presse de Dortmund, cette fois avec Alisa Maric. Hi Alisa. Hi. So you play your best result as a woman in chess is to play against
Xiyun in final match for the challenger of the World Championship. How was this match? So it was in 1991. I played this match by winning together with Xiyun candidate tournament. This was held in Georgia. It was 14th candidate tournament for women, and it was some point of historical because this was the first time that winners of the candidate tournaments were not from the Soviet Union. So the match for the challenger was the match with two players that are not from Soviet Union. So it was the first time in the women's world chess cycles, and later Xiyun won this match, and later she won match with Denise for the world championship match. So she became world champion. And it was like sort of to say end or maybe something like this of dominations of players from Soviet Union in women's chess. Yes. And so, just some questions about women's chess. What is, I mean, how? Okay, so Alisa, you are number 10 in the world. Now you play here in Dortmund, and what are your plans? I mean, you play often chess, you play a lot of chess, so you are chess professional? Well, I play chess, I play tournaments. After this tournament, actually in September, there is a World Championship with knockout system, so new system in Women's World Championship, so this is something important, and I'm going to be prepared for this. And here in Dortmund I play men tournament, category 10, so it is very good for me to play with strong opponents. And also I'm not only a chess player, I finished the University of Economics, and I continue studying, so maybe later I will I hope for some university career, because now I'm at the end of my MS degree. So for you, chess is not for whole life, probably? No, it's very difficult, especially for women, to play only chess, because there are not so many women tournaments. We have to play against men, and it's very hard so many good players, and I think that the situation in women chess should be improved. Right. Your tournament in Dortmund, now you have 3 draws. You are satisfied with this result? Well, yes, it's good because all the opponents are very good, and there was I played good games, and draw is okay. Okay, so thank you for this interview, and we hope that we will play good tournament here. Okay, thank you. Voilà, cette interview de Alisa Maric, 10e joueuse mondiale. Alors Eloi, elle nous racontait donc son match contre Xiyun, donc, et aussi sa carrière un peu échiquéenne, en disant qu'elle faisait à la fois des échecs et continuait en même temps ses études. Oui, en fait, elle a pris part donc, au match historique, qui était donc le 14e championnat du monde d'échecs, où le challenger n'était pas russe. C'était un match entre elle et Xiyun, donc une Yougoslave contre une Chinoise. Et il se trouve que donc elle a perdu ce match, et Xiyun est devenue championne du monde en battant Maya Chiburdanidze au match suivant. Donc match historique pour commencer sa carrière. Sinon, tu disais qu'elle fait également des études, elle n'est pas joueuse professionnelle. Ouais. Voilà. Elle fait des études d'économie, et elle expliquait que c'était très très dur de vivre des échecs, en tout cas au niveau des échecs féminins. Oui, parce que, disons qu'il y a très peu de tournois féminins qui sont organisés, donc il faudrait se hisser, disons, au niveau des meilleurs joueurs humains. Hommes, je veux dire, et qu'il y a très peu de femmes en fait à ce niveau-là. Il y a uniquement en fait Judith Polgar. Oui, il y a Judith Polgar. Également Xiyun qui vit très bien du jeu dans la mesure où il y a tout le pays qui est derrière elle, puisqu'elle est chinoise, et donc c'est vraiment l'emblème du pays. Donc il y a toute une équipe qui la soutient. Elle dispose de moyens énormes, alors que même Souza Polgar, qui est quand même une très très bonne joueuse, qui est donc, on le rappelle, la grande sœur de la famille Polgar, elle ne se consacre pas à plein temps au jeu d'échecs. Je crois qu'elle a même ouvert un magasin à New York sur les échecs, le Polgar Center à New York. Donc les produits dérivés. Voilà, les produits dérivés des échecs. C'est plus du commerce, disons. Voilà, bon, cette interview de Alisa Maric. On va passer maintenant à une interview d'un grand monsieur des échecs.
le vétéran du tournoi, je pense, donc Jan Timman, hein, qui joue depuis très très longtemps, qui a été finaliste des candidats contre Karpov en 85, si je ne me trompe pas. Non, en 95. Oui, enfin, non, en 95, il a joué le match quand Kasparov est parti, disons, jouer son Oui. match de championnat du monde contre Nigel Short. Ils ont donc organisé une finale officielle, disons, de la fédération internationale entre Jan Timman et Anatoly Karpov. Oui, tout à fait. Donc, bon, enfin, Jan Timman, de toute façon, ça fait très très longtemps qu'il est dans le circuit. C'est un maître dans l'art de l'analyse. Son livre L'analyse aux échecs s'est vendu, a été acclamé par toute la presse échiquienne, tous les joueurs d'échecs. C'est vraiment le plus bel ouvrage au niveau analyse échiquienne qui ait jamais été écrit. Alors on peut rappeler aussi pour le public français que Jan Timman a gagné le trophée Imopar. Hein. Il me semble, c'était le trophée Imopar au Grand Prix Intel. Je crois que c'était le trophée Imopar. Il avait battu Kasparov en finale. Et je me rappelle, c'était mémorable. Donc l'année suivante, il s'était fait battre justement par Judith Polgar au premier tour en fait. Mais il avait gagné là, je crois que la salle était debout pendant 10 minutes et c'était vraiment peut-être son plus bel exploit, à part cette finale contre évidemment Anatoly Karpov, le fait d'accéder à cette finale. Voilà, donc Jan Timman tout de suite sur diagonale. Diagonale internationale, bonjour. Nous sommes aujourd'hui notre dernier jour ici de présence à Dortmund. Et je rencontre aujourd'hui un des tout meilleurs joueurs du monde. Il s'agit de Jan Timman. Jan Timman qui a été finaliste du championnat du monde contre Anatoly Karpov en 1995. So Jan, you're here in Dortmund with top players of the world. You were yet finalist of World Chess Championship against Anatoly Karpov. And what is your objective here in Dortmund? Well, I want to play as good as possible here and to avoid making bad blunders. I think in general I've been playing quite well recently, but my game has been marred by bad blunders which actually spoil a lot of games, and I want to get rid of that. You have a start. You lost a game against Adams yesterday, but it seems you had a good position and Saturday. And yesterday you made a draw against Ivan Sokolov. Can you comment those two games quickly? Yeah, against Adams I had a slight advantage throughout the game. I think around move 33 somehow I did something inaccurate and then he didn't have problems. And in the end I blundered in a position that was about equal. The game of yesterday was very entertaining. Actually, it was a difficult game for me. I made a mistake and then was 2 pawns down without having enough compensation. But later it was very complicated in time pressure with mutual chances, and I think that the draw was a justified result. Okay, and also Jan, you're here in Dortmund, but also you are chief redactor of one of the most famous chess newspaper in the world. It is New in Chess. Yes, I like to do this. I write for every issue. I write an article mostly about chess technical matters, and I think in general I like to publish about chess. Okay, thank you, Jan. We wish you the best results for the tournament. Okay, yeah. Bye. Voilà, donc c'était une interview de Jan Timman donc à Dortmund. Alors qu'est-ce qu'on peut noter, Eloi, sur cette interview, si on peut résumer un petit peu? Eh bien, ce qu'on peut résumer, c'est que Jan Timman pense qu'il joue bien, mais il fait des gaffes actuellement. Ce qui est tout à fait normal. Il ne peut plus avoir autant la frite, je dirais, que dans les années où il était encore jeune et tout sportif. Donc il subit un peu l'épreuve du temps. Mais par contre, ça reste toujours un très bon joueur qui, donc apparemment, est satisfait de la qualité de ses parties. Et voilà, donc il a parlé de sa première partie contre Adams où il a donc fait effectivement une gaffe. Une erreur, une gaffe, alors qu'il était une position, même à un moment donné, probablement meilleure pour lui en fait. Hein. Oui, tout à fait, une position légèrement favorable. J'en avais parlé à Michael Adams donc à Dortmund. Et il m'avait expliqué qu'il n'avait pas encore senti que le danger était critique, mais que ça pouvait devenir assez difficile à défendre. Mais que globalement, il pensait quand même qu'il pouvait faire nul à peu près par un jeu, disons, un jeu solide et bien appliqué. Il pouvait tenir la nulle à tout moment. Il n'a pas senti que la position dépassait un seuil critique. Cependant, donc effectivement, Timman était un peu mieux et a fait une grosse gaffe qui lui a coûté un pion et la partie. Voilà, alors on a noté aussi que, donc on l'a rappelé dans cette interview, que Jan Timman est le rédacteur en chef d'une des plus fameuses revues échiquiennes au monde, qui est New in Chess. New in Chess, oui, la revue de référence.
tous les gros tournois sont traités là-bas. Il y a des très bonnes analyses, notamment Diane Timan. Enfin, tous les champions commentent, Garry Kasparov commente, Alexei Shirov, Peter Leko, Kramnik. Tout le monde commente les parties là-bas. Et Diane Timan effectue toutes les semaines un travail analytique important sur des milieux de jeu qui ne sont pas très étudiés. Donc soit le milieu de partie, soit des finales. En tout cas, des compartiments du jeu qui sont un peu délaissés par les ouvrages classiques aux échecs. Et donc, apparemment, c'est ce qui plaît à ce vétéran du jeu. C'est le travail analytique dans tous les domaines du jeu. Voilà, donc interview aujourd'hui de Jan Timman sur Diagonale. Alors pour finir, Éloi, on a choisi une interview qu'on a pu faire du commentateur vedette en fait, de Dortmund, qui est donc Helmut Fleger, et qui, donc, comme on l'a dit au départ, a une super pêche et qui parle N langue avec N assez grand. Oui, tout à fait. Helmut Fleger, très très polyvalent et commente très très bien. Ça fait très longtemps qu'il commente. Et d'ailleurs, il va commenter pour nous. Tout de suite. Sur Diagonale, Helmut Fleger, commentateur à Dortmund. Maintenant, avec le commentateur du tournoi de Dortmund, celui qui donne les commentaires pour le public qui vient nombreux dans le théâtre voir les matchs. Il s'agit de Helmut Fleger, qui est déjà commentateur ici depuis plusieurs années. Alors Helmut, vous avez donc suivi ces 2 premières journées de compétition. Quel est votre avis général sur la qualité du tournoi ? Oui, en général, c'est vraiment une très bonne qualité, à mon avis. Et il y a beaucoup de luttes. Il n'y a pas des nuls rapides, mais vraiment, tout le monde veut jouer jusqu'au fin, il veut gagner. Et c'est très bon. Et il y avait déjà quelques parties très très bonnes, par exemple, comment Peter Leko a gagné à Topalov. C'était émotionnant, comment il était attaqué avec son roi en dehors. Aussi la partie entre les amis Timman et Sokolov, ils sont de très très bons amis, ils passent tout le temps ensemble, mais dans le tableau d'échecs, alors ils luttent comme des ennemis. Et alors le roi de Sokolov, il a fait une grande traverse dans tout le tableau. Il est de G8 jusqu'à B3, et alors en retour, on ne savait pas qui va gagner, qui va perdre, il va faire mat ou non. C'était vraiment très émotionnant pour tous les spectateurs et aussi pour les commentateurs. D'accord, et alors donc après avoir vu donc, ces très très belles parties, quel est votre sentiment après ces 2 premiers jours? Quels sont les joueurs qui sont a priori les mieux placés pour remporter ce tournoi? Bien sûr, normalement, Kramnik a gagné 4 fois consécutivement ici. Alors vraiment, il est un grand favori ici, mais aussi Vichy Anand. Et c'est la dernière chance avant son match avec Kasparov. Alors, ce sont des grands favoris, mais à la fois, Anatoly Karpov jouait très très bien ici. Et Peter Leko aussi, il est l'ami d'ici, de cette ville. Il parle très bien allemand. Déjà avec 11 ans, il est venu ici et tout le monde l'aime ici. Beaucoup en allemand. Il a fait même un contrat avec un sponsor. Alors, tout le monde ici espère que Peter Leko, l'enfant de Dortmund en quelque respect, va gagner. Et ils ont tous de bonnes chances, mais aussi Michael Adams. Dans le dernier temps, il jouait de bon à mieux. Et aussi, alors vraiment, c'est impossible à prévoir qui va gagner au fin. Alors on peut noter une dernière chose, ce tournoi se déroule donc dans un très beau théâtre à Dortmund. Et il y a beaucoup de monde qui vient voir les parties. C'est un public qui augmente chaque année. Il y a de plus en plus de monde qui vient voir le grand tournoi de Dortmund chaque année. Non, on ne peut pas dire ça, mais c'est un grand public qui va regarder les parties chaque an. Mais une fois, il était jusqu'à plus de 1000 spectateurs dans le théâtre, et c'est une grande maison d'opéra. Alors vraiment, c'est très bon, et les facilités, à mon avis, ce sont très bons. On peut voir tout bien, vous savez ça. Alors vraiment, c'est un intérêt, c'est une grande tradition. Maintenant, pour la 27e fois déjà, et là, c'est vraiment un des 7 tournois dans le monde qui, avec cette tradition, comme Hastings et comme peu des autres, et nous sommes très heureux ici en Allemagne que nous avons ce tournoi ici. Helmut Friedel, merci. Oui. Merci beaucoup.
Et voilà, donc cette dernière interview de la journée, donc du commentateur vedette, Éloi, qui en tout cas fait partager absolument la passion des échecs. Hein. Ça me paraît clair. Oui, on a pu le voir dans son commentaire rapide de la partie Sokolov contre Adams. Non, Sokolov-Timan, où il était là, il partait. On avait l'impression qu'il allait s'écrouler lui-même, se laissant prendre au jeu du roi de Sokolov qui est monté de G8 en B3. Vraiment un joueur qui sait partager en tout cas ses émotions. Tout à fait. Alors, peut-être on peut faire un petit bilan à hier soir, en fait, hein, sur les parties qui se déroulent à Dortmund, sachant que ça se termine samedi, donc demain. En fait, demain, le tournoi est terminé. Donc, le classement, et on ne s'y trompe pas, on a vu que celui qui avait l'air d'avoir le plus la pêche, c'était Peter Leko. Eh bien, il semblerait que ça se confirme. Peter Leko en tête du tournoi hier soir avec 4 points. Oui, Peter Leko, l'enfant du pays, en fait, comme on l'appelle là-bas. C'est vrai, il est venu à Dortmund quand il avait 11 ans. Il parle très bien allemand, il est sponsorisé par une société de Dortmund. Donc tout le monde là-bas le connaît. Il est vraiment sur son terrain, en fait, quand il joue à Dortmund. Et donc c'est un peu comme au foot, le public finit par jouer, comme au tennis. On a vu tout à l'heure, ah ben non d'ailleurs, Sébastien Grosjean a perdu en Coupe Davis. Enfin bon, mais le public joue quand même. Et donc Peter Leko se trouve vraiment en bonne condition à Dortmund et ici il est en tête du tournoi, je trouve ça très bien. Voilà, Leko qui a battu Sokolov, non, Topalov et Timan. Voilà, il a battu aussi Jan Timan. En deuxième position, on retrouve Vladimir Kramnik avec 3,5 points et suivi par Anatoly Karpov et Viswanathan Anand avec 3 points. Et en fait, ils n'ont pas perdu de partie, mais ils ont fait beaucoup de nuls en fait. Oui, non, la surprise vient effectivement de Peter Leko. Kramnik, on l'attend toujours là à Dortmund, puisqu'on l'a vu dans une interview. Je crois que c'est Peter Leko qui a mentionné que Kramnik était à 54 parties à Dortmund sans défaite. Donc sur une série quand même assez impressionnante et surtout sur 3 victoires consécutives. Il a gagné les 3 dernières éditions de Dortmund, donc c'est un peu l'homme du tournoi. Et ici, donc Kramnik en embuscade, en fait, je dirais un demi-point derrière Leko, alors que Anand et Karpov vont faire une performance qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas exceptionnelle non plus. Voilà, donc suivent après Michael Adams, Veselin Topalov, Ivan Sokolov et Jan Timan, qui hier soir n'avaient réussi à arracher que pour l'instant qu'une seule partie nulle. En méforme, Jan. Oui, tout à fait. Jan Timan, grosse méforme, sa partie nulle c'est la 2e ronde. Là on est à la 6e ronde, ça lui fait donc une série de 3 défaites consécutives. Ce qui est quand même assez dur à encaisser. Bon, maintenant il n'a plus qu'une ronde pour se refaire, je dirais. Donc le tournoi est déjà passé. Donc c'est assez difficile. Mais il faut dire quand même, quand on joue que contre des jeunes qui s'acharnent, qui veulent marquer un point contre Jan Timan en l'occurrence, c'est un état d'esprit qui est assez difficile à supporter. Alors voilà pour Dortmund, je crois qu'on a fait bien le tour. J'espère que vous avez apprécié toutes ces interviews. L'actualité continue et demain démarre en France un très très grand tournoi, Éloi, puisque c'est le championnat de Paris avec en général près de 1000 joueurs. Oui, le championnat de Paris c'est le plus grand tournoi open en France, très clairement, avec 800 à 900 joueurs. Et qui a été, je crois, même le plus grand open du monde à un moment donné, je crois. Oui, il a battu un record. Il y a les super productions américaines qui concurrencent de près, comme Philadelphie et New York. Ils ont tous autour de 800 joueurs. Ce qui est quand même remarquable, vu que le tournoi dure quand même 10 jours. Il faut regrouper 800 joueurs pendant 10 jours. Ce n'est pas une chose facile, le championnat de Paris y arrive. Maintenant, la qualité donc, de ce tournoi n'est pas forcément au rendez-vous. On trouve à peu près une vingtaine de grands maîtres sur 1000 joueurs. Bon. Ouais, c'est quand même, il faut rappeler qu'il n'y a que 300 grands maîtres dans le monde à peu près en activité. Hein, donc en retrouver 20 à un endroit, c'est quand même bien. Oui, enfin si on compare par exemple la Capelle-la-Grande, qui est plus limitée avec 600 ou 650 joueurs, où il y a quand même plus de 100 grands maîtres. Oui, c'est vrai. Enfin, une fois de plus, la France quand même est en bonne position. Capelle-la-Grande est vraiment le plus fort open du monde. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui sont à Paris ou dans les environs, on va rappeler le lieu, c'est le championnat de Paris. A lieu à la Halle Carpentier. Donc c'est près de la porte de Choisy. Voilà. Donc station de métro porte de Choisy, la Halle Carpentier, vous ne pouvez pas rater, c'est un dans très le 13e, bon bâtiment voilà. Dans le 13e arrondissement. Donc avec Éloi Rolange. Avec Éloi Rolange qui remet son titre en jeu. Titre de champion de Paris. Titre de champion de Paris en tout cas, oui. Et donc les parties ont lieu à 19h en semaine. C'est fait le soir pour donc prendre un maximum de gens, y compris ceux qui travaillent. Et le week-end, on joue à 14h. Donc tout le monde est bienvenu dans le tournoi. Voilà, et Diagonal sera présent à ce championnat de Paris. Nous prendrons quelques images et peut-être quelques interviews. Nous verrons. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Et donc à vendredi prochain.